Alors déjà, je tenais à vous remercier d'être venu pour assister à cette conférence. Je le referai tout à l'heure, mais je tiens déjà à remercier toute l'équipe du campus pour nous avoir permis de faire cette conférence, notamment l'équipe de la DLR, l'équipe de la DAMAN qui va faire la captation vidéo, tous les collègues qui m'ont aidé, les drôles de dames qui vous ont accueillis, notre artiste circassien qui fait les photos. Voilà, tout ça, c'est toute une équipe derrière. Il y avait aussi Audrey Etef qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui m'a beaucoup aidé pour la communication. Donc voilà, je tiens à remercier toutes ces personnes parce que sans ces personnes, il n'y avait pas de conférence, pas d'événement ce soir. Donc c'était très important pour moi de le faire. Je tenais également à remercier le département STAPS qui a pu faire venir Sébastien Rattel pour faire des interventions auprès de nos étudiants et faire cette conférence ouverte au public. Et je vais laisser la parole au directeur du département STAPS, M. Teddy Kaderbi. Merci Geoffrey. Chers collègues, chers étudiants, chers membres du public, je suis extrêmement honoré de pouvoir ouvrir cette conférence ce soir et de présenter aussi très brièvement, je dis très brièvement parce que je sais que Geoffrey va présenter en détail le CV de notre éminent collègue, le docteur Sébastien Rattel. Donc très brièvement, donc Sébastien, c'est un spécialiste de la physiologie de l'exercice chez l'enfant. Il a publié un grand nombre d'articles, d'ailleurs j'ai essayé de compter. Je suis arrivé à 100 et je me suis arrêté. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas, Sébastien. Donc ça veut dire qu'il en a beaucoup plus que 100. Et d'ailleurs, je vous invite toutes et tous à consulter ses travaux, même si ça peut vous prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ça en vaut le coup. Donc avec des contributions significatives dans le domaine de l'optimisation de la performance sportive et de la prévention des blessures chez l'enfant. D'ailleurs, ces travaux font de Sébastien un des leaders reconnus mondialement dans le domaine de la préparation physique de l'enfant. Donc pas seulement sportif d'ailleurs, puisque Sébastien travaille également chez les enfants non sportifs, tels que les enfants en situation d'obésité. Et donc dans le cadre de cette conférence, Sébastien a choisi de nous parler ce soir de la fatigabilité chez l'enfant. Donc ce sera l'occasion pour nous, en tant que je dis pour vous aussi, en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que professionnel dans le domaine du sport et de l'activité physique, d'acquérir des connaissances scientifiques, techniques et pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dans le cadre de votre exercice. Donc au-delà de cet aspect lié à l'acquisition de connaissances sur le plan personnel, la venue de Sébastien, c'est aussi pour nous, il y aura en tout cas pour nous des retombées sur le plan institutionnel. Donc, plus précisément pour le département STAPS, puisque en fait Sébastien est aussi, au-delà d'être un chercheur éminent, c'est un membre de la section 74, donc la section STAPS du Conseil national des universités, et donc il aura probablement, grâce à cette venue ici, l'occasion de parler un peu de nous, en bien je l'espère, du département STAPS dans cette instance nationale, et donc contribuer finalement au rayonnement national de notre département. Donc là, c'est ce que j'espère. C'est pour ça que j'ai demandé à Geoffrey de réserver un bon petit resto ce soir. Tu as prévu la bouteille de champagne ou pas, Geoffrey? Bon, merci, c'est super. Donc voilà. Sur le compte département, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je profite de l'occasion aussi. Donc Geoffrey a remercié tout le monde. Donc je remercie également toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette conférence. Moi, je profite de l'occasion aussi pour remercier Geoffrey pour cette initiative, donc pour l'organisation de cette conférence et pour l'initiative d'avoir fait venir Sébastien et donc le faire venir ici sur notre territoire et au sein de notre département et au sein de notre université. Et donc je sais que ça aura des retombées non seulement dans le cadre de la formation, dans le cadre sur le plan scientifique avec probablement des collaborations qui vont naître de cette venue et probablement aussi sur des retombées sur le plan institutionnel comme je l'ai évoqué juste avant. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Je vais donc vous remercier pour votre attention et je vais vous demander d'applaudir maintenant notre cher collègue Geoffrey Bardin. Voilà. On reçoit aujourd'hui donc Sébastien Rattel qui a fait donc sa thèse sur le caractère infatigable des enfants et il va vous en parler ce soir. Alors c'était déjà il y a quelques années, c'était il y a une vingtaine d'années maintenant. Depuis, Sébastien est devenu maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne. Il a également travaillé en Angleterre, à l'université d'Exeter, avec un grand nom de la physiologie de l'exercice chez l'enfant, Neil Armstrong. Rien à voir avec l'astronaute.
par ailleurs. Il a également travaillé avec l'équipe de Marseille, avec les équipes australiennes, brésiliennes. Donc voilà, il y a eu de nombreuses collaborations et c'est vraiment une chance que de l'accueillir aujourd'hui. Et c'est d'autant plus une chance que voilà, c'était un peu un petit moment émotion pour moi de pouvoir l'accueillir, puisque Sébastien était mon directeur de thèse et que je voulais vous faire partager un petit peu toutes ces questions qui tournent autour de l'enfant, de son caractère infatigable. Comment est-ce qu'on peut mieux encadrer cet être différent, non pas plus petit mais différent. Et personne n'est mieux placé, à mon sens, à l'échelle nationale et internationale pour parler de cet aspect-là que Sébastien. Donc merci d'applaudir Sébastien. Et puis à la fin de la conférence, vous pourrez poser des questions. Il y aura 1 heure d'échange. Et si vous ne voulez pas être photographié ou filmé, n'hésitez pas à le signaler très vite. Merci à vous. Merci d'applaudir Sébastien. Et je lui laisse la parole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc merci tout d'abord au département STAPS de l'université de m'inviter. C'est un honneur pour moi d'être ici présent. Et puis je suis ravi de voir autant de monde voilà, dans l'assemblée pour m'écouter parler. Et puis je vois que vous êtes en tout cas intéressés par cette thématique vu le nombre de personnes dans l'amphithéâtre. Donc en tout cas, un grand merci pour l'accueil. C'est une première pour moi, puisque c'est la première fois que je viens sur l'île. Donc je suis émerveillé par votre île. Elle est d'une beauté extraordinaire. Et je pense que je prendrai le temps, voilà, après ce travail, après cette semaine de travail, de visiter les lieux pour découvrir cette île de beauté. Même si ce n'est pas la Corse, ça reste une île de beauté tout de même. Alors, ce soir, donc, j'ai pris avec Geoffrey, bien sûr, on a fait le choix de vous proposer une thématique autour de la fatigabilité de l'enfant, et notamment sur des efforts de type intense, intermittent. Alors, avant peut-être de m'engager un petit peu sur cette question, hein, qu'on a tous observé nos jeunes en fait bouger, se déplacer, courir, sauter, enchaîner des efforts très intensifs de courte durée, et avec quelques secondes de récupération, voilà, ces jeunes-là sont capables de récupérer très rapidement et de réitérer finalement des efforts intenses. Donc ça peut être des courses, des sauts, etc. Et on est souvent impressionné par leur manière de se comporter et pourquoi, en fait, nous, en tant qu'adultes, on n'arrive pas à suivre leur rythme. Pourquoi, en tant que parents, on a du mal, en fait, à suivre voilà, cet enchaînement d'efforts très intensifs. Donc ça, c'est un petit peu le questionnement, la question que je me suis posée tout au long de ces années. Et j'en ai fait même ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2001, donc voilà, un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et donc, comme le disait Geoffrey, j'ai essayé d'aller chercher des techniques d'investigation, des techniques de mesure au niveau métabolique, au niveau neuromusculaire, pour comprendre un petit peu ces mécanismes et l'étiologie qu'il y a derrière cette fatigabilité ou cette faible fatigabilité chez les enfants, notamment sur des efforts intenses intermittents. Donc j'ai collaboré avec des Anglais, des Australiens, des Brésiliens, des Grecs, etc. Donc je suis amené à me déplacer un petit peu partout dans le monde de manière à étudier, à acquérir des techniques qui puissent permettre d'analyser en tout cas les facteurs qui sont à l'origine de cette plus grande résistance à la fatigue chez les enfants. Alors, de quoi parlons-nous, hein? Je pense qu'il faut, pour avoir le même langage, il faut essayer de définir en tout cas les termes, les concepts. Et le premier concept, hein, quand on parle d'enfant, c'est quoi un enfant? C'est quoi un adolescent? Donc c'est une question qui est relativement complexe, ça dépend sur quelle dimension on se base. Mais généralement, un enfant, on le définit comme un enfant prépubère, qui n'a pas encore subi la puberté ou qui n'a pas encore développé les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la pilosité pubienne, axiale, le développement des seins,
le développement des gonades, etc. Donc c'est un enfant qui n'a pas encore développé ces caractères-là ou qui n'a pas encore subi son pic de vélocité de croissance. Puisque un enfant, quand il grandit, en quelque sorte, il grandit à des vitesses de croissance qui sont variées dans le temps, des vitesses de croissance qui peuvent être très rapides dans un premier temps, ensuite devenir plus lentes, redevenir rapides, atteindre un pic de croissance rapide de la taille ou bien de la masse, et ensuite à nouveau ralentir. Donc en fait, un enfant, quand il grandit, il ne grandit pas de manière linéaire, il subit des phénomènes de croissance et de maturation. La croissance, c'est un phénomène quantitatif qui se traduit par l'augmentation progressive des dimensions du corps, d'un organe, d'un tissu. Donc ça peut être la taille debout, la taille assise, le poids, les circonférences, les diamètres. Donc c'est purement quantitatif. Et ensuite, l'enfant il subit la maturation qui se traduit, elle, par la progression de la fonction des organes ou des systèmes biologiques tels que le système nerveux central ou le système hormonal. Et donc la maturation biologique, en fait, elle peut être différente d'un enfant à un autre, entre deux enfants qui, pour autant, sont nés la même année ou qui ont le même âge chronologique. Donc en fait, quand on s'intéresse aux enfants, il faut essayer, au-delà de l'âge chronologique, en fait, d'évaluer leur maturation biologique, donc tenir compte de cet âge biologique, mais aussi l'âge relatif entre ceux qui sont nés plutôt en début d'année, ceux qui sont nés plutôt en fin d'année. Ensuite, il faut tenir compte de l'âge d'entraînement, etc. Donc en fait, il y a différents âges qu'il faut considérer lorsqu'on est amené à accompagner, à suivre des jeunes dans leur parcours de formation et essayer d'optimiser la santé ou d'optimiser la performance étant toujours associée à la santé ou la santé associée à la performance. Alors, moi, je vais vous parler d'enfants prépubères, donc qui n'ont pas encore atteint cette puberté, essentiellement chez les garçons parce que malheureusement, la plupart des études, elles ont porté sur le sexe masculin. Il y a quelques études chez les filles, donc ça fait l'objet des travaux de la thèse de Geoffrey, où on a comparé filles-garçons sur différentes composantes métaboliques. Deuxième concept important, c'est la fatigue. C'est-à-dire que la fatigue, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une fatigue chronique? Est-ce qu'on parle d'une fatigue aiguë? Je ne rentrerai pas du tout dans la fatigue chronique, c'est-à-dire qui peut aboutir à du surentraînement ou du burn-out, donc ça ne sera pas l'objet de l'intervention. Et je parlerai d'une fatigabilité aiguë qui est rapidement réversible suite à quelques secondes, minutes, heures de récupération. Ça veut dire que la fatigue, je la définirai tout simplement comme une perte de force maximale ou une perte de puissance maximale au cours d'un exercice, notamment intense, intermittent. Voilà un petit peu pour la définition des termes et des concepts que je vais aborder lors de ma présentation. Alors, on a tous observé les jeunes bouger, voir un petit peu comment ils se comportent. Et une vidéo que j'ai pu trouver, c'est celle-ci. Voilà. C'est ce qu'on observe à la maison. On a nos enfants qui crient, qui se déplacent, qui sont pleins d'énergie et qui sont quelque part infatigables, voilà, notamment avant leur période pubertaire. Alors les questions principales, c'est pourquoi les enfants prépubères se fatiguent moins que les adultes, notamment sur des efforts intenses et répétés. Et la deuxième question, est-ce que l'entraînement ou l'activité physique et sportive peut agir sur cette fatigabilité, c'est-à-dire comprendre les effets de la maturation, de l'entraînement sur le développement de cette fatigue, toujours induite par des exercices intenses et répétés. Alors, je vais aborder essentiellement les activités dynamiques à corps entier, c'est-à-dire que lorsque on a des enfants qui font du vélo, qui font de la course à pied, qui font des sauts, on a travaillé aussi sur des groupes musculaires isolés, que ce soit les quadriceps ou les muscles du mollet. Mais mon discours ce soir sera orienté essentiellement sur ces trois activités. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe, notamment sur des activités de pédalage,
On a étudié ça, vous voyez, il y a maintenant une vingtaine d'années, et ça a été les premiers travaux qui, scientifiquement, voilà, ont montré en fait cette plus grande résistance à la fatigue chez les jeunes. Alors, on a proposé à cette époque, finalement, un modèle qui consistait à réaliser 10 sprints de 10 secondes sur ergocycle, donc sur une bicyclette stationnaire, séparés par des périodes de récupération passive de 30 secondes entre les sprints. Et en utilisant cette bicyclette, on a pu évaluer la puissance maximale produite au cours de chaque sprint. Alors vous avez ici sur l'axe horizontal le nombre de sprints et sur l'axe vertical, vous avez la puissance maximale qui est produite en watts. Alors on a évalué 3 groupes, un groupe de garçons prépubères, 11 ans. Je rappelle que la puberté du garçon, c'est en moyenne 14 ans. On a évalué un groupe d'adolescents, toujours garçons, de 14-15 ans, donc en pleine puberté, en plein pic de croissance rapide de la taille. Et on a évalué des hommes âgés de 20-25 ans. Et pour la première fois, sur ce type de série, on a montré finalement que les enfants étaient infatigables, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de produire leur puissance maximale du premier au 10e sprint. Alors on a été vraiment étonné de ces résultats-là. On s'attendait quand même à une baisse de puissance, mais ça n'a pas été le cas parce que la série, c'est quand même relativement intense. 10 fois 10 secondes, c'est 100 secondes, donc c'est 1 minute 40. 1 minute 40 à fond, à bloc. Donc on n'a aucune baisse de puissance maximale, aucune fatigabilité chez les enfants prépubères, voilà, sur une série qui est très très dure. Au niveau des garçons de 14-15 ans, vous voyez qu'on a une perte de puissance d'environ 20%, et chez les adultes, on a une perte de puissance d'environ 29%. Donc ça veut dire qu'au cours de la croissance, la puissance maximale augmente, mais cette puissance maximale est plus difficilement tenable, voilà, pour des adultes lambda et non entraînés, alors qu'elle est facilement maintenable chez les enfants prépubères. Ensuite, on a regardé un petit peu ce qui se passait en course à pied. Et sur la course à pied, on a exactement le même résultat, sauf que là, sur une série de 10 sprints de 10 secondes, sur un tapis roulant non motorisé, c'est-à-dire que là, on place le jeune sur le tapis. Le jeune est équipé, voyez, d'une ceinture. Cette ceinture est reliée à une sangle, et cette sangle est reliée à un capteur de force. Et ce capteur de force nous permet d'évaluer la force de propulsion horizontale. Et vous avez ici un petit capteur de vitesse. Donc on est capable, tout simplement, alors il y a des limites, mais en multipliant la force horizontale par la vitesse de rotation du tapis, qui est provoquée par le jeune sur le tapis roulant, on est capable, force fois la vitesse, d'évaluer une puissance, et on a calculé le travail moyen produit au cours de chaque sprint, c'est-à-dire la puissance moyenne produite au cours de chaque sprint. Donc là, on a la puissance moyenne en watts, et vous voyez que pour des garçons prépubères de 10-11 ans, on a une perte de puissance qui n'est pas si élevée que ça par rapport à la difficulté de la série. Là, on est sur une activité qui nécessite de mobiliser le poids de corps, ce qui est beaucoup plus difficile que lorsqu'on a simplement à pédaler sur un vélo, où là, le poids de corps est soulagé par la selle. Donc on a chez l'adulte ici une perte de 47%, c'est une grosse perte de puissance. Et vous voyez qu'au cours des premiers sprints, au cours des 4-5 premiers sprints, en tout cas l'adulte est incapable de faire quoi que ce soit. Il essaie de tenir la série jusqu'à la fin, tant qu'il le peut. Là, on est sur une puissance qui se stabilise. Donc on a, encore une fois, sur ce type d'activité, une plus grande résistance à la fatigue de la part des garçons prépubères par rapport à des jeunes hommes. Alors ici, en plus, ce qui se passe quand on fait de l'intermittent, il y a la fréquence cardiaque qui augmente, la fréquence cardiaque qui baisse, qui réaugmente, qui baisse, qui réaugmente, et souvent, ça crée un frein vagal, un malaise vagal. On a souvent des malaises chez les adultes, ça a été le cas sur différentes expérimentations où j'ai eu chez les adultes des vomissements parce que voilà, le frein vagal s'est déclenché. Alors que chez les enfants, je n'ai jamais eu ce cas de figure, c'est-à-dire je n'ai jamais rencontré un malaise particulier chez les enfants prépubères. Donc ça veut dire que leur activité spontanée, en fait, elle
elle est de type intermittente et l'enfant se comporte naturellement et bien sur cette forme de travail. Donc c'est peut-être des choses à réfléchir, c'est-à-dire lorsqu'on veut inciter un enfant à s'engager dans une pratique physique, la modalité de pratique est importante. Au lieu de les faire courir longtemps à intensité modérée ou l'activité plutôt monotone, peut-être qu'il vaut mieux utiliser une forme de travail de type intermittente, voilà, qui correspond bien à l'activité spontanée du jeune. Voilà. C'est la même chose pour peut-être des enfants qui sont atteints de surpoids, de surcharge pondérale ou d'obésité. Pour faciliter leur engagement dans une pratique physique et sportive, il vaut mieux peut-être les faire pédaler dans un premier temps de manière intermittente et ensuite passer plutôt sur les activités de locomotion, de marche ou de course à pied. On pourra en discuter. Pour la distance, c'est la même chose. On a évalué la distance parcourue au cours de chaque sprint et vous voyez qu'on a une différence notable entre les adultes et les enfants. Maintenant, sur des sauts, ce sont des travaux qui viennent des résultats de travaux qui viennent de Grèce, de Thessalonique, nord de la Grèce. Et là, vous avez 10 fois 10 sauts à contre-mouvement avec une récupération passive de 30 secondes entre les 10 séries de 10 sauts. Et au cours de ce travail-là, en fait, les collègues ont évalué la force musculaire des quadriceps et ils ont évalué également la hauteur du saut. Et on voit très bien que la baisse relative en pourcentage de la valeur de départ ou de la valeur initiale, cette baisse relative est relativement plus faible chez les garçons ici par rapport aux hommes, que ce soit pour la force musculaire des quadriceps ou bien pour la hauteur du saut. Donc en fait, quelles que soient finalement les activités qu'on propose, que ce soit du vélo, que ce soit de la course à pied ou des sauts, finalement, ça ne pose aucun problème pour un enfant de réitérer ou de répéter des efforts intensifs, même avec des courtes pauses de récupération. Alors pourquoi les enfants se fatiguent moins que les adultes lambda? Alors, comme le disait Geoffrey, donc j'ai eu la possibilité de travailler avec une équipe CNRS à Marseille et on a utilisé un équipement qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire du phosphore 31. Voilà, ce ne sont pas des biopsies musculaires, on ne fait pas de prélèvement de fibres musculaires dans les muscles des enfants parce qu'éthiquement on ne peut pas, ce n'est pas acceptable. Donc on a affaire à des outils qui nous permettent d'explorer l'activité métabolique au repos, à l'exercice, en phase de récupération, et cela de manière non invasive. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en tout cas, c'est un outil de pointe. Et l'étude, cette étude-là, a été financée par l'AFM, l'Association française contre une myopathie, à l'époque, donc au début des années 2000. Et donc, on a étudié l'activité métabolique au niveau des fléchisseurs des doigts. Et donc, on a proposé à des garçons prépubères et puis à des hommes de réaliser un exercice de flexion des doigts pendant 3 minutes en utilisant une résistance qui correspondait à peu près à 15% de la force maximale volontaire de l'individu. Et pendant ces 3 minutes, avec l'outil en question, on a pu explorer l'activité des métabolismes énergétiques au sein même des fléchisseurs des doigts. Et donc ici, vous avez l'énergie ou l'ATP qui peut être reformée, resynthétisée grâce à la phosphocréatine, donc un substrat qui est directement stocké dans le muscle. C'est grâce à la phosphocréatine que l'ATP va pouvoir en partie être régénéré et permettre aux muscles de se contracter. Donc ça, c'est une première source d'énergie. Ensuite, vous avez une deuxième source d'énergie, c'est-à-dire la glycolyse, qu'on appelle la filière anaérobie lactique, la glycolyse anaérobie. Et cette glycolyse, certes, elle permet d'assurer la resynthèse de l'ATP qui est nécessaire à la contraction musculaire, mais le problème de la glycolyse, lorsque vous la mobilisez de façon très importante, elle produit des déchets métaboliques qui vont être vecteurs de fatigue musculaire. Et parmi ces déchets musculaires, vous avez notamment le lactate et vous avez les
protons, les ions H+, qui créent l'acidose au sein même du muscle et qui créent la fatigabilité. Donc lorsque vous faites un effort intensif et que vous activez essentiellement cette voie métabolique, cette glycolyse, certes, on reforme l'énergie, on reforme l'ATP, mais en même temps, on produit des déchets métaboliques qui vont être à l'origine de la fatigue et de l'altération des propriétés contractiles musculaires. Et après, vous avez une troisième voie énergétique, c'est l'activité l'activité aérobie, le métabolisme aérobie, le métabolisme oxydatif. C'est grâce à l'oxygène, en fait, que l'ATP peut être reformé. Et lorsqu'on fait des efforts plutôt de longue distance, on mobilise essentiellement l'oxygène, en tout cas le métabolisme aérobie, pour reformer l'ATP et tenir des efforts sur la durée, tels qu'on peut faire sur du trail, ultra-trail par exemple. Alors, vous avez ces trois sources énergétiques, et heureusement qu'il y a ces sources énergétiques pour assurer la resynthèse de l'ATP et permettre aux muscles de se contracter. Alors, on a étudié un petit peu la contribution de ces différentes voies énergétiques au cours de l'exercice. Et là, vous avez la contribution des différentes voies métaboliques, énergétiques, notamment chez les hommes. Et lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe chez des enfants prépubères, on s'aperçoit, vous voyez, qu'au niveau de cette phosphocréatine, que la mobilisation de la phosphocréatine est plus faible chez les enfants en jaune par rapport aux adultes en vert. Lorsqu'on regarde la glycolyse, idem, on s'aperçoit que l'activité de la glycolyse est plus faible chez les enfants prépubères par rapport aux adultes. Mais en revanche, vous voyez, lorsqu'on s'intéresse à la filière oxydative, on s'aperçoit que les garçons prépubères mobilisent plus leur filière oxydative que les adultes. Ça veut dire qu'en moyenne, au cours d'un exercice, les enfants vont faire appel plus à la filière aérobie que les adultes, et en même temps, les enfants feront moins appel aux filières anaérobies que les adultes. Et je vous rappelle que ces filières anaérobies sont vectrices de métabolites, de produits métaboliques qui créent la fatigabilité musculaire. Voyez ? Donc, ça veut dire que les enfants, quand ils font un effort intensif, voilà, ils produisent moins de déchets, moins de produits métaboliques, et donc, ils conservent plus durablement leurs propriétés contractiles musculaires. Voilà. Donc en fait, on retient que l'enfant est plus aérobie qu'anaérobie qu'un adulte. Donc ça, c'est un premier résultat qu'on a pu obtenir et qui a des conséquences sur la récupération. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on mobilise essentiellement la filière aérobie, on va permettre justement de reformer plus rapidement ce substrat, cette phosphocréatine. Cette phosphocréatine, stockée dans le muscle, elle est indispensable pour reconstituer la puissance ou reconstituer la force. Parce que cette resynthèse de la phosphocréatine, durant la récupération, elle est dépendante du métabolisme aérobie. Vous voyez ? Elle est dépendante de l'ATP issu de cette filière oxydative. Alors regardez, là on a évalué ici justement cette vitesse de resynthèse de la phosphocréatine après l'exercice. En vert, on a les garçons prépubères et en jaune, on a les hommes. Et on s'aperçoit, vous voyez, qu'au cours des premières minutes de récupération, les enfants sont capables de régénérer, de reformer ou de resynthétiser plus rapidement leur réserve de phosphocréatine. Voilà. Parce qu'ils dépendent plus de leur filière aérobie et beaucoup moins de leur filière anaérobie. Et donc, cette resynthèse rapide de la phosphocréatine va permettre de reconstituer plus rapidement la puissance ou la force musculaire. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'un enfant grandit, lorsqu'il va devenir d'un état prépubère vers un état pubère et post-pubère, lorsque l'enfant va subir la puberté, le métabolisme énergétique va s'inverser. C'est-à-dire qu'une fois adolescent, l'ado va mobiliser plus ses filières anaérobies, sans oxygène, et moins la filière aérobie. Donc en fait, quand un jeune grandit, son métabolisme s'inverse et l'enfant, progressivement, va devenir moins aérobie et beaucoup plus anaérobie. Voilà.
Et ça, c'est important parce que quand un jeune il subit sa puberté, il prend de la masse musculaire. Et cette masse musculaire, quand on est lourd, il faut pouvoir lutter contre cette masse musculaire, contre l'inertie de cette masse musculaire. Voilà. Pour déplacer, engager une masse, mobiliser une grosse masse, il faut beaucoup d'énergie en un minimum de temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir un débit d'énergie relativement important. C'est-à-dire une puissance énergétique élevée. Et quelles sont les filières métaboliques qui sont capables de produire beaucoup de puissance énergétique? Ce sont les filières anaérobies, pas la filière aérobie. C'est les filières anaérobies. Donc, vous prenez un obèse, par exemple, qui est plus lourd encore. Eh bien, un obèse, quand il doit se déplacer, quand il doit accélérer, il doit lutter contre l'inertie de sa masse. Il doit lutter contre l'inertie de son excès de masse. Et pour lutter contre l'inertie, voilà, encore une fois, il faut beaucoup d'énergie en peu de temps, donc un débit d'énergie élevé, une puissance énergétique élevée, et donc il n'a pas le choix que de faire appel à ces filières anaérobies. Voyez ? Donc la masse corporelle a une importance fondamentale dans la contribution de ces filières énergétiques, et forcément un impact sur la récupération. Donc quand un jeune grandit, quand il devient ado, il faut savoir préserver ce potentiel oxydatif, parce que ce potentiel oxydatif conditionne la capacité de récupération après un effort intensif. Et donc un adolescent, on n'a pas le choix que de le faire travailler en aérobie. Il faut lui proposer un travail d'endurance. Alors soit un travail à intensité modérée mais continue, qui dure dans le temps, voilà, ou soit un travail de type intermittent, voilà, avec un enchaînement d'efforts plus ou moins intensifs, entrecoupés de périodes de récupération. Donc travail intermittent ou travail continu. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de préserver ce potentiel aérobie au moment de la période pubertaire et même après. De toute manière, quand on devient senior, le pouvoir oxydatif, il ne représente qu'un tiers de ce qu'on avait en tant qu'enfant. Les études le montrent, à plus de 80 ans, on a un potentiel oxydatif musculaire qui ne représente qu'un tiers de ce qu'on pouvait avoir avant la puberté. Donc c'est plus compliqué en tant que senior de récupérer de tout effort. Donc il faut préserver essentiellement ce potentiel aérobie oxydatif tout au long de la vie. Donc ça a vraiment un impact sur les APAS et même sur l'entraînement sportif. Alors, on a regardé également, pas seulement la resynthèse de la phosphocréatine, on a également regardé l'élimination de ces fameux protons, de ces fameux ions H+, qui sont à l'origine de l'acidose du muscle et donc de la fatigue. Et donc, le potentiel hydrogène, c'est le pH musculaire. Et on voit ici, sur les premières minutes de récupération, que l'enfant prépubère est capable d'extraire plus rapidement les protons, les ions H+, de leurs muscles. On le voit là, le pH ici revient plus rapidement vers l'état initial, vers l'état de repos, d'avant-effort. Donc l'enfant, en plus de reformer rapidement ses réserves en phosphocréatine, l'enfant est capable d'éliminer plus rapidement ces fameux protons, et encore une fois, il est capable de mieux préserver les propriétés contractiles musculaires. Voilà. L'acidose musculaire est beaucoup plus faible chez les enfants par rapport aux adultes, parce que voilà, le pH revient plus rapidement vers l'état de repos, l'extraction ou l'évacuation de ces protons du muscle est beaucoup plus efficace chez les enfants avant leur puberté. Et encore une fois, la puberté a un impact négatif, puisque la puberté ralentit en fait cette extraction, cette élimination des protons du muscle squelettique. Alors vous voyez, une étude allemande qui a montré, à la suite d'un sprint de 30 secondes sur vélo, on appelle un test de Wingate, 30 secondes à fond sur un vélo. Regardez, déjà en 1993, il montrait, vous voyez, une récupération bien plus rapide de la puissance maximale chez des garçons prépubères par rapport à des hommes. C'est-à-dire qu'en l'espace de 1 à 2 minutes, l'enfant il récupère sa pleine puissance, sa puissance maximale, alors que nous, en tant qu'adultes, vous voyez, il nous faut au moins 10 minutes pour récupérer la puissance maximale. Donc une récupération qui est 5 fois plus rapide, en gros, chez les enfants par rapport
par rapport à des adultes. Alors après, maintenant, quand on regarde un petit peu, quand on rentre un petit peu sur le phénotype du muscle, hein, là vous avez vous voyez, un muscle avec des groupements de fibres musculaires. Alors un groupe de fibres, hein, on appelle ça un fascicule musculaire. Et si on regarde un petit peu comment est constitué ce fascicule musculaire, ben vous avez, vous voyez, plein de petites fibres musculaires. Alors il y a des fibres rapides qui sont très vite fatigables, qui fonctionnent beaucoup à partir du métabolisme anaérobie, et vous avez des fibres lentes, plus oxydatives, qui fonctionnent plus à partir du métabolisme aérobie. Voilà. Alors si on regarde un petit peu la coupe transversale d'un fascicule, vous voyez ici, eh bien, on peut s'apercevoir que dans un fascicule musculaire, l'enfant, en fait, il est doté de beaucoup plus de fibres lentes en rouge que de fibres rapides. Vous voyez, ici, on a plus de rouge que de blanc. Donc ça veut dire que les enfants ont une proportion, un pourcentage de fibres lentes rouges plus élevé que les adultes. Et parce qu'ils ont un pourcentage de fibres lentes plus important, eh bien, forcément, ils dépendent plus aussi du métabolisme oxydatif. Alors après, si on regarde un petit peu plus précisément, on peut s'apercevoir que on a une densité en mitochondries plus élevée dans les fibres des enfants. Alors les mitochondries, ce sont des petites usines de production d'énergie oxydative. Donc cette densité est plus élevée chez les enfants par rapport aux adultes. On a donc ce fameux pourcentage de fibres lentes qui est plus élevé. Et lorsqu'on regarde les enzymes oxydatives, les enzymes, ce sont des petits gloutons en quelque sorte qui produisent l'énergie. Et ces enzymes-là, en fait, sont beaucoup plus oxydatives chez les enfants que chez les adultes. Et c'est exactement la même chose dans le modèle animal. C'est-à-dire que lorsque vous comparez une souris à un éléphant, la souris, elle est toute petite. Elle a une masse musculaire toute petite, plus faible par rapport à celle de l'éléphant, c'est évident. Mais la souris, en tout cas, elle fonctionne plus à partir de son métabolisme oxydatif. Alors que vous prenez une vache ou un éléphant, vous avez plus une contribution anaérobie. Et c'est la même chose dans le milieu marin. Vous prenez un tétard et vous prenez une baleine, c'est exactement la même chose. Le tétard, il est plus oxydatif et la baleine, beaucoup plus anaérobie. En tout cas, ce que je vous disais, aussi la masse aussi a toute son importance dans le fonctionnement énergétique et donc dans la contribution des différentes voies métaboliques. Alors après, lorsqu'on regarde un petit peu aussi au niveau perceptif, au niveau subjectif, c'est-à-dire comment le jeune, en fait, perçoit l'effort intense intermittent. Alors nous, on utilise des échelles de perception de l'effort. Alors vous avez une échelle qui va de 1 à 10. 1, c'est très très facile. 2, c'est très facile, je sens un effort. Et puis jusqu'à 10, où le niveau 10, c'est tellement dur que je vais arrêter l'effort. Et donc, à l'issue, vous voyez, de 10 sprints de 10 secondes, avec 15 secondes de récupération, on montre très clairement que la perception de l'effort est plus faible chez les enfants. Alors 8, ça reste relativement élevé. 8, c'est très dur quand même pour un jeune en pratiquant ce type de série. Mais en tout cas, la perception de l'effort reste toujours plus faible chez les enfants par rapport aux adultes. Donc en fait, toute la réponse énergétique ou toute la réponse physiologique qu'on peut avoir, elle est vraiment calée, elle est associée à celle d'une réponse subjective. Alors, la deuxième partie, je me suis demandé, mais si on est amené à comparer un enfant prépubère à un athlète adulte, endurant, dont on sait qu'il fonctionne plus à partir de son métabolisme aérobie. Lorsqu'on fait un ultra-trail, on va utiliser essentiellement la filière aérobie pour reformer l'ATP. Et on sait très bien que les athlètes de haut niveau qui sont très endurants, ils ont des VO2 relativement élevés, ils ont un potentiel oxydatif hyper élevé. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on a des profils métaboliques comparables entre des enfants prépubères et des athlètes adultes entraînés en endurance? Alors, on a, donc ça c'était dans le cadre d'une émission
c'était sur France 4, C'est toujours pas sorcier. Il a fallu mettre en scène en fait voilà, la comparaison entre enfants, adultes, Cécile donc au milieu qui est l'adulte non entraîné, et ici on a une jeune stapsienne première année qui fait beaucoup de cours d'orientation et qui est en équipe de France. Et donc on a organisé voilà, ce petit film, mais ce n'est pas l'étude que je vais vous montrer après. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a proposé un sprint de 30 secondes sur vélo, donc à des garçons prépubères, à des hommes qui sont non entraînés et à des athlètes adultes très très bien entraînés en endurance. Et on a regardé un petit peu quel était l'indice de fatigabilité sur ce sprint de 30 secondes, c'est-à-dire la baisse de puissance entre la puissance maximale, la puissance pic produite au cours du sprint, et la puissance minimale atteinte à la fin du sprint, au bout des 30 secondes. On a regardé le delta de puissance qu'on a exprimé en pourcentage voilà, de la valeur pic. Et regardez ici, on a un indice de fatigue, un pourcentage, vous voyez, qui est plus faible, en tout cas chez les athlètes et chez les garçons prépubères, plus faible par rapport à des hommes non entraînés. Donc on retrouve bien les mêmes résultats que je vous ai présentés précédemment, avec des garçons qui sont beaucoup plus résistants à la fatigue que les adultes lambda, mais on a, vous voyez, un profil de fatigue qui est comparable entre l'enfant prépubère et l'athlète entraîné en endurance. On a regardé au cours du sprint, on a équipé en tout cas les volontaires avec un masque, un système de mesure des échanges gazeux en direct, avec un K5, et on a évalué en quelque sorte la consommation d'oxygène ou la contribution aérobie au cours du sprint de 30 secondes. Et regardez ici, on a fait des fenêtres de 5 en 5, et on s'aperçoit que sur les 15 dernières secondes du sprint de 30 secondes, vous voyez que les athlètes entraînés en endurance ou les garçons prépubères mobilisent plus leur métabolisme aérobie, voyez, que les hommes non entraînés, avec une contribution totalement comparable entre les enfants et les athlètes. Donc, au cours de ce type d'effort, voilà, les enfants et les athlètes se comportent métaboliquement de la même manière. Ils font appel plus à leur filière aérobie que ne le font les adultes non entraînés, et surtout, vous voyez, sur la dernière partie, la deuxième moitié du sprint de 30 secondes. Donc, en quelque sorte, les enfants et les athlètes mobilisent moins leur filière anaérobie, produisent moins de déchets, moins de produits métaboliques à l'origine de la fatigue du muscle. Et en regardant un petit peu plus la littérature, voilà, lorsqu'on compare le phénotype musculaire d'un enfant prépubère à celui d'un athlète adulte entraîné en endurance, alors certes, vous voyez que la surface de section transversale du fascicule est plus petite par rapport à celle de l'adulte, c'est évident, mais au sein même, vous voyez, du fascicule, on a des marqueurs métaboliques qui sont comparables, c'est-à-dire avec un pourcentage de fibres lentes à peu près similaire entre les deux populations, une activité oxydative enzymatique qui est aussi comparable entre les deux populations. On a, vous voyez, une densité également mitochondriale également à peu près comparable. En tout cas, lorsqu'on fait le tour un petit peu des marqueurs métaboliques, des marqueurs du profil métabolique, on s'aperçoit qu'on a des marqueurs qui sont comparables entre les deux populations. Et regardez ici, lorsqu'on s'intéresse au pourcentage de fibres de type 1, les fibres lentes, là, ici, on a des enfants prépubères. Si vous faites une biopsie musculaire, vous avez 70% de fibres lentes, notamment dans le vaste latéral. Si vous regardez chez des coureurs de longue distance, vous voyez, on a à peu près le même pourcentage de fibres lentes, donc à peu près 70%. Voilà. Alors que chez un adulte non entraîné, vous voyez que le pourcentage de fibres lentes est plutôt aux alentours de 50%. Maintenant, lorsqu'on regarde l'activité de cette enzyme-là, la SDH est une activité enzymatique oxydative. Et idem, on a une activité enzymatique oxydative comparable entre des enfants prépubères et des coureurs de longue distance. Et cette activité enzymatique oxydative, elle est plus importante, vous voyez, par rapport aux adultes non entraînés. Donc un marqueur supplémentaire vous montrant qu'on a un profil métabolique comparable entre les deux populations.
Là, ici, c'est le T-demi-PCR, c'est-à-dire le temps nécessaire pour reformer ou régénérer la moitié des réserves de phosphocréatine. Le temps nécessaire pour reformer la moitié des réserves. Et regardez, en une douzaine de secondes, l'enfant prépubère est capable de reformer la moitié de ses stocks. Je vous rappelle que la phosphocréatine est indispensable pour reformer la puissance ou la force après un effort. Et en 12 secondes, 50% reconstitué. Ça va très très vite, parce que l'enfant est très oxydatif. Et c'est exactement la même chose chez les coureurs de longue distance. On est à peu près sur les mêmes valeurs, 12 secondes pour régénérer la moitié des réserves. Alors que, en tant qu'adulte non entraîné, voyez, on est plus sur du 30 secondes. En tant que senior, on est plus sur du 35 secondes. C'est-à-dire que plus on prend de l'âge, moins on est aérobie, moins on récupère facilement. Et il nous faut beaucoup plus de temps pour repartir sur un effort intensif. Voyez ? D'où l'importance vraiment de maintenir ou de développer cette qualité d'endurance au moment de la puberté et après. Voilà. Au niveau cardiaque, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a demandé, vous voyez, à des enfants prépubères, des garçons, des adultes non entraînés et des athlètes endurants, on leur a demandé de faire une course maximale sur piste. On leur a proposé un test VAMEVAL, c'est-à-dire un test progressif à intensité, à vitesse croissante jusqu'à épuisement. Et donc à épuisement, hop, on a évalué leur fréquence cardiaque maximale, donc qui représente les 100% ici, et on a regardé la vitesse de récupération de cette fréquence cardiaque. Vous voyez, les enfants en triangle là, donc baissent très rapidement leur fréquence cardiaque et aussi rapidement que des athlètes adultes entraînés en endurance. On a exactement les mêmes cinétiques de récupération de la fréquence cardiaque. Et cette récupération, elle est bien plus rapide de ce qu'on peut avoir avec des adultes non entraînés. Voilà. Donc en gros, en 1 minute, voilà, les enfants et les athlètes récupèrent 50% de leur fréquence cardiaque. Pour un adulte non entraîné, il faut 30 secondes de plus, vous voyez, 1 minute 30 pour être à peu près au même pourcentage, 50%. Alors, on n'en est pas resté là, parce qu'il faut quand même essayer de comprendre pourquoi les enfants récupèrent si vite leur fréquence cardiaque. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque, en fait, elle se traduit par la régularité des intervalles RR au niveau de l'électrocardiogramme. Et plus on a de la variabilité, mieux c'est. Et on a regardé un marqueur de cette VFC qui est le marqueur RMSSD. Ce marqueur RMSSD, pour faire simple, traduit durant la récupération tout simplement la réactivation du système nerveux autonome parasympathique. C'est-à-dire qu'on a un système nerveux autonome qui est involontaire. Alors, soit un qui va accélérer la fréquence cardiaque de manière involontaire, c'est le sympathique, et celui de manière involontaire qui va réduire la fréquence cardiaque, c'est le parasympathique. Et lorsqu'on fait un effort, le système accélérateur, le sympathique, va travailler fortement pour augmenter la fréquence cardiaque, mais le parasympathique qui ralentit, il va se mettre en veille durant l'effort. Mais en récupération, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le sympathique, il va se mettre en veille, et le parasympathique, il va se réactiver, puisqu'il s'était éteint durant l'effort. Et ce marqueur-là, en fait, il traduit simplement cette réactivation du système nerveux autonome parasympathique. Et vous voyez ici que les enfants et les athlètes réactivent très vite et d'une manière très importante leur parasympathique, vous voyez, au cours des premières minutes de récupération. Alors qu'un adulte non entraîné, il lui faut beaucoup plus de temps pour déjà commencer à le réactiver et ralentir la fréquence cardiaque. Donc en gros, un effort intensif, les enfants, les athlètes, ils tirent sur le frein à main très vite, ça baisse, voilà, alors que les adultes non entraînés, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc ça veut dire que proposer de l'aérobie à la puberté et après, ça peut être une manière en quelque sorte de contrer l'effet délétère de la maturation sur cette récupération cardiaque et voire même aussi musculaire. Donc il faut remettre nos jeunes adolescents à refaire de l'endurance. Avant, pendant et après et tout au long de la vie. C'est la qualité physique incontournable, indissociable
pour optimiser la santé et même optimiser la performance à long terme. Voilà, donc après, cette comparaison enfant-athlète, elle a fait beaucoup parler les presses, les médias, les télés, les radios, dans le monde entier. Ça a été en 2018 un boom ultra médiatique à travers le monde. Et même Nature, qui est quand même une revue très connue dans le milieu scientifique, à très haut impact factor, en a fait aussi un highlight topic, comme on dit. Et puis après, voilà, quelques articles aussi que j'ai pu écrire pour Sport et Vie, Science et Vie, les enfants, pourquoi ils nous épuisent, etc. Donc ça a fait beaucoup parler la presse. Il y a eu aussi Mathieu Vidard sur la tête au carré, sur France Inter. Voilà, j'ai eu la chance de participer à 2 reprises à cette émission en direct pour parler justement de cette récupération extraordinaire de l'enfant. Donc, bon, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais en tout cas, voilà, ça a été une thématique qui a fortement fait parler. Alors après, au niveau du sexe, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a très peu d'études faites en fonction du sexe. Alors avec Geoffrey, on a eu la chance de pouvoir travailler avec la Fédération française d'aviron, d'étudier l'effet du sexe sur le métabolisme, notamment sur les efforts intenses. Mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, par rapport à la fatigabilité, vous avez des travaux que j'ai pu faire aussi avec Exeter dans le sud-ouest de l'Angleterre, où on a proposé des extensions, des flexions maximales du genou, donc avec les quadriceps. Et puis, on a regardé un petit peu, pareil, la fatigabilité au niveau chez les garçons, chez les filles prépubères, chez les hommes, chez les femmes. Et on a évalué la force produite par les extenseurs du genou, les quadriceps, la force produite par les ischio-jambiers, les fléchisseurs au niveau de la cuisse, le travail produit par les quadriceps, le travail produit par les ischio-jambiers. Et on peut s'apercevoir en fait qu'on a bien sûr une fatigabilité qui est plus faible chez les enfants par rapport aux adultes, c'est une évidence, mais on n'a pas de différence entre les filles et les garçons, que ce soit, vous voyez, chez les enfants ou bien que ce soit pour des adultes. Donc sur ce type d'effort intermittent, a priori, il y a un effet maturation, mais il n'y a pas d'interaction, vous voyez, entre l'âge et le genre. Voilà. Au niveau des modalités d'exercice, comme je vous disais, l'activité en elle-même a toute son importance. C'est-à-dire que si on fait une activité sur vélo ou si on fait une activité sur tapis roulant, en course à pied, ce n'est pas la même chose. Et on le voit ici, c'est-à-dire que quand on fait faire 10 sprints de 10 secondes avec 15 secondes de récupération passive entre les sprints et qu'on mesure la puissance moyenne produite au cours de chaque sprint, regardez ici chez les garçons, on a une perte de puissance qui est plus faible sur vélo qu'en course à pied, et on a une différence de 10%. Et c'est exactement la même chose chez les hommes. On a une différence de 10% entre la perte de puissance sur vélo par rapport à la course à pied. Donc, en quelque part, voilà, sur vélo, on se fatigue moins parce qu'on a le poids qui est soulagé, le fait qu'on soit assis sur une selle. En tout cas, la masse musculaire engagée à l'effort est plus faible sur vélo qu'en course à pied. Alors bien sûr, on fait des mesures associées à cette fatigabilité, notamment on a l'habitude de faire des petits prélèvements de sang au niveau du lobe de l'oreille ou au niveau du pouce. En fait, on fait des micro-prélèvements capillaires et dans ces petits micro-prélèvements de sang, on est capable d'évaluer la concentration du lactate, c'est-à-dire la lactatémie. Et je vous disais tout à l'heure que le lactate peut être aussi un facteur de fatigue. Et regardez, à l'issue de la série, on voit clairement que cette lactatémie, cette concentration en lactate, est plus faible chez les garçons par rapport aux hommes, et plus faible sur vélo qu'en course à pied, aussi bien chez les enfants que chez les hommes. Et pareil au niveau de la perception de l'effort, c'est associé. On a une perception de l'effort qui est plus faible chez les enfants par rapport aux adultes, et une perception de l'effort qui est plus faible sur vélo qu'en course à pied. Donc vous voyez que la modalité de pratique aussi a son importance sur le développement de cette fatigue au cours des efforts intenses et intermittents. Voilà, donc les conclusions qu'on peut tirer de tout ça, c'est que
les enfants, avant leur puberté, ils peuvent courir toute la journée sans se fatiguer. Ce n'est pas un problème, voilà, parce qu'ils auraient ou ils ont des muscles qui sont métaboliquement comparables à ceux d'athlètes adultes très bien entraînés en endurance. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la performance est meilleure chez les enfants que chez les adultes, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Et ça dépend des enfants, hein, par rapport à certains adultes. Mais en moyenne, les enfants produisent de moins bonnes performances que les adultes, mais métaboliquement, vous voyez, on a affaire à deux populations qui sont comparables. Et donc la maturation a plutôt un effet négatif sur le développement, sur la fatigue, hein, puisque au cours de la maturation, on a un développement de la fatigue. Donc se pose la question des programmes d'entraînement, des programmes d'activité physique, et je pense, comme je vous le disais, il faut remettre nos jeunes à faire de l'endurance, à développer leur métabolisme aérobie durant et après la puberté, tout simplement pour maintenir cette capacité oxydative musculaire, voilà, retarder le développement de la fatigue et surtout maintenir cette capacité de récupération qui est exceptionnelle chez les enfants prépubères. Je dis bien exceptionnelle parce qu'on ne retrouve pas ça après, durant tout au long de la vie. Et on sait aussi que cette capacité oxydative, elle est associée à quoi? Au développement des pathologies métaboliques. Tout ce qui est insulinorésistance, diabète de type 2, syndrome métabolique, hein, souvent associé à l'obésité, ben c'est souvent un problème d'altération de cette fonction mitochondriale. Vous voyez, même chez les enfants qui sont sains, même chez les enfants qui sont normopondérés, on peut avoir des enfants qui sont atteints de problèmes métaboliques parce qu'ils ont une fonction mitochondriale qui diminue au moment de la puberté, ou bien des enfants qui ne font pas assez d'aérobie. C'est de la prévention primaire, ça. Ce n'est même pas de la prévention secondaire. On ne parle même pas d'obésité, de quoi que ce soit. Chez les enfants sains, normopondérés, voilà, c'est de la prévention primaire. Voilà, il faut absolument préserver ce pouvoir aérobie oxydatif pour éviter la survenue de ces pathologies métaboliques, diabète de type 2 ou insulino-résistance. Voilà. Et écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je suis ouvert à toute question si vous en avez. Merci beaucoup Sébastien. Alors ce temps maintenant il est pour vous, donc essayez de, si vous avez des questions n'hésitez pas, on a un micro pour vous et voilà, je vous laisse vous manifester. Premier, deuxième. Merci Sébastien pour cette présentation de qualité. Donc j'ai bien compris en fait que la moindre fatigabilité finalement des enfants est liée principalement finalement au profil métabolique qui serait différent. Je me demandais quelle était la part en fait du déficit d'activation centrale, parce qu'on sait que les enfants en fait sont moins capables de recruter leurs muscles. Et donc, par rapport à leur capacité maximale intrinsèque de production de force, on a finalement un niveau de production de force qui est moindre. Et donc, autrement dit, les enfants, finalement, sollicitent leurs muscles lorsqu'ils le font de manière maximale, de manière moindre qu'un adulte. Oui. Et donc, quelle est la part, finalement, de ce déficit d'activation dans ces résultats-là, autrement dit, dans la moindre fatigabilité observée, notamment chez les jeunes? Oui. Alors, c'est une bonne remarque parce que on peut toujours s'interroger sur la motivation, sur l'engagement maximal d'un enfant, notamment sur des efforts intensifs. Alors, nous, quand on mène des protocoles, voilà, on fait en sorte de motiver au maximum les jeunes avec des défis, voilà, de manière vraiment à les engager au maximum dans l'effort. Mais cela dit, quand on fait des évaluations du niveau d'activation nerveux, donc cette capacité de recrutement ou de synchronisation des unités motrices, on s'aperçoit que ce déficit nerveux, en fait, il est aux alentours de 20% chez un enfant prépubère. Si vous prenez un garçon de 10, 11 ans, voire 12 ans, le déficit est de 20%, c'est-à-dire que volontairement, le jeune n'est capable d'activer que 80% de la totalité de leurs unités motrices. Alors, le fait d'activer moins,
forcément, peut expliquer cette plus faible force ou cette puissance maximale chez les jeunes. Et donc, quand on produit moins de force, moins de puissance, la logique voudrait qu'on est capable de mieux réitérer, mieux enchaîner, finalement, les efforts intensifs. Donc, la part, elle peut être significative. Maintenant, voilà, on est totalement conscient, voilà, que ça peut être un facteur aussi à l'origine de cette moindre fatigabilité chez les jeunes sur des efforts intenses et répétés. Mais c'est une bonne remarque, hein. Nous, on mesure ces niveaux d'activation nerveux de façon régulière à Clermont-Ferrand dans mon équipe, puisqu'on a l'équipement pour ça. Alors, peut-être pour expliquer un peu plus les choses, c'est qu'on demande aux jeunes de produire volontairement leur force maximale. On les place sur un banc de force. Voilà, on les fixe sur une chaise. Et ensuite, on leur demande en isométrie, c'est-à-dire en statique, voilà, de produire volontairement leur maximum de force au niveau, par exemple, des quadriceps. Et pendant qu'ils produisent leur maximum de manière volontaire, en fait, on utilise la stimulation magnétique, alors pas électrique, mais magnétique, c'est-à-dire qu'on stimule le nerf fémoral dans le triangle fémoral ici, et en stimulant le nerf en surface. Alors c'est indolore, hein, c'est une technique qui est éthiquement acceptable chez les jeunes, hein, qui est acceptée par les comités d'éthique. En surimposant une stimulation magnétique, on regarde si on a un surplus de force ou un gain supplémentaire de force. Voilà. Et généralement, quand vous surimposez une stimulation magnétique, on voit qu'au-delà de la contraction maximale volontaire, hop, on a une petite bosse de force. Donc ça veut dire que le jeune, volontairement, n'est pas capable de recruter la totalité de leurs unités motrices. Donc c'est le déficit nerveux, et ce déficit, voilà, peut expliquer en partie, voilà, cette moindre fatigabilité chez les jeunes. Merci pour la réponse. Est-ce que ces travaux-là, ils sont faits aussi en symbiose avec certaines fédérations, voire avec l'éducation nationale, et en quelle partie ils infusent? Si je prends l'exemple du rugby, par exemple, dans les tournois d'école de rugby, sur une journée, un gamin de 8 ans, il ne peut pas jouer plus de 50 minutes. Résultat, avec tous les arrêts de match qu'il y a, on essaye de calculer la durée de chaque match. Ouais. Avec tous les arrêts de match, le gamin, il intervient peut-être pendant 2 minutes dans un match. Et donc, il passe toute sa journée à courir pendant le repas, en attendant les bus, avec ses copains et tout. Et il ne joue presque pas parce que, en tout cas en rugby, on est toujours resté pas plus de 50 minutes de match sur une journée pour des jeunes. Donc je voulais savoir si ce travail était fait en symbiose avec quelques fédés, voire avec l'éducation nationale. Alors oui, parce que travaillant sur l'enfant maintenant depuis longtemps, je suis amené à travailler avec beaucoup de fédérations françaises sportives, avec le tennis, le handball, l'aviron, le triathlon, etc. Donc voilà, j'ai pas mal d'interventions avec les fédérations. Alors, par rapport à l'endurance, un jeune, en fait, il est capable de tenir des efforts longtemps. C'est surtout la manière de s'y prendre. C'est-à-dire que si on prend la Fédération française de triathlon, à la Fédération française de triathlon, il n'y a pas que le triathlon. Il y a également le RAID multisport de nature. Et le RAID multisport de nature, vous avez des championnats de France, benjamin, minime, cadet. Et les épreuves en RAID sont de 5h30 en benjamin, c'est-à-dire 12-13 ans. Même chose, 5h30 sur des minimes, 14-15 ans. Donc c'est des épreuves qui sont en binôme, par deux, et ils sont partis sur 5h30 d'effort. Et on a étudié, nous, les réponses neuromusculaires, respiratoires, cardiaques, la gestion électrolytique, etc. On a tout étudié avec eux. Et on se rend compte que sur ce type d'activité, pendant 5h30, tout se passe très bien, physiologiquement. Pourquoi? Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font pendant 5h30? Ils ne font pas que de la course à pied. Ils font du VTT, ils font de la course d'orientation, ils font du roller, ils font de la tyrolienne, ils font du kayak, etc. Et donc, ils enchaînent des activités diverses et variées, et ces activités durent dans le temps. Donc en fait, c'est la manière de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer à un enfant de faire un marathon, on ne va pas lui proposer de courir pendant 5h30, 6 heures.
bien que si vous allez sur Internet, il y a des records du monde entre 5 ans et 90 ans par année d'âge, filles-garçons. Vous avez des records du monde à 11 ans, Paul Wesley qui est à 2h47, voilà, donc il y a des cas particuliers. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la manière de s'y prendre. Voilà. Et quand on fait faire du raid multisport nature à des jeunes, eh ben, ils sont capables d'enchaîner sans difficulté. Et en plus, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de développer différentes formes de motricité. Donc ça, c'est important dans le développement moteur du jeune. Ça permet quoi? Ça permet d'enchaîner des activités à poids porté, non porté. Donc on préserve le tissu osseux. Je rappelle quand même que le point le plus faible de l'enfant, c'est le tissu osseux. C'est encore de l'os qui est immature, c'est du plâtre, c'est friable. Les tendons, s'ils tirent trop sur leur point d'attache, ben, ça peut casser l'os, etc. D'où les ostéochondroses, tout ce qui est Osgood, Schlatter, Sever, McMaster, Sugarman, etc. C'est le tissu osseux qui est fragile chez les enfants. Donc ce qu'il faut faire, c'est des méthodes croisées d'entraînement. Voilà, poids porté, non porté. Les méthodes croisées, on organise des binômes, un qui court, un qui pédale, ou un qui nage, un qui court, enfin on peut tout imaginer. Et ces méthodes croisées d'entraînement, on devrait les mettre un petit peu plus voilà, au service de la formation des jeunes, notamment voilà, autour de la puberté, où voilà, le jeune grandit vite, tout se met en tension, les tendons exercent beaucoup de tension sur au niveau de leur point d'attache, etc. Donc, en plus, ça permet de travailler le métabolisme aérobie, le système cardio-respiratoire, on est en pleine nature, on sensibilise les jeunes à l'écologie, enfin, il y a plein de vertus. Et ce que je veux dire par là, c'est que, certes, il faut préserver le jeune, mais tout dépend de la manière de s'y prendre. Et après, alors, ça fait appel aux règles techniques de sécurité, aux RTS, dans les fédérations. En athlée, vous aurez en minime des distances de 5 km maximum. En triathlon, pour les mêmes catégories, ce seront des épreuves de 5h30. En cyclisme, ça sera encore différent. En fait, il n'y a pas d'harmonisation entre les fédérations. Et donc, il y a tout à faire, finalement, pour revoir, finalement, les règles techniques de sécurité, les règlements sportifs chez les jeunes. Et souvent, on pense qu'en réduisant la distance, c'est mieux. Sauf qu'en réduisant la distance, on augmente l'intensité. Et ce n'est pas forcément mieux. Donc, il y a un vrai travail à faire avec les fédérations. Mais avec les fédérations, pour moi, c'est surtout la prise en compte de l'âge biologique, parce que on sait très bien qu'à un même âge chronologique, pour une même date de naissance, on a des enfants qui sont grands, petits, on a des matures précoces, retardées. Et tout le problème, c'est de mieux accompagner les jeunes en tenant compte de cet âge biologique. Oui, bonjour. Bonjour. Ah. Là, ça fonctionne? Ok. Ouais. Problématique du surentraînement et des jeunes. Alors, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et quel serait, sur une semaine, ou le nombre d'entraînements par semaine par rapport à des jeunes, des pré-ados? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. C'est-à-dire que ce qui compte, finalement, c'est la qualité de l'entraînement. Ce n'est pas le volume, ce n'est pas la quantité. En fait, ce qui compte, c'est de passer de la qualité vers la quantité de la qualité, pour reprendre ce que disait Fernand Hurtebise, l'ancien entraîneur de Christine Aron ou de Stéphane Degana. On passe de la qualité vers la quantité de la qualité. Et en fait, pour programmer, entraîner, il faut connaître les phases de développement de l'enfant. Et comme je vous disais au préalable, un enfant, il ne grandit pas de manière linéaire. Il grandit à des vitesses de croissance qui sont très, très diversifiées dans le temps. Vous allez avoir des jeunes qui vont grandir très vite par la taille, en même temps par la masse. Alors, c'est le cas des filles, par exemple. Une fille, elle va grandir à 12 ans rapidement, elle va prendre de la masse. Alors, pas que de la masse musculaire, il y a de la masse grasse aussi. Donc, quelque part, la compo corporelle, elle évolue aussi avec la puberté. Et lorsque vous avez une fille, par exemple, qui grandit vite et qui prend du poids et de la masse grasse, c'est un rapport poids-puissance qui va augmenter. Donc tout ce qui est activité aérienne, qui demande en tout cas une phase aérienne, les sauts, sauts à la perche, sauts en hauteur, les sauts en longueur, etc., lorsqu'on a un rapport poids-puissance qui augmente, c'est beaucoup plus difficile pour la fille, finalement, de performer. Donc en fait, et un garçon, qu'est-ce qu'il va faire? À 14 ans, il va grandir très vite,
et il va prendre de la masse seulement 1 an et demi, voire 2 ans après. Donc on a des garçons qui sont très longilignes et qui sont très peu protégés musculairement. Donc entre 14 ans et 16 ans, il y a une gestion du travail qui doit être qui est fondamentale, là. Parce qu'en fait, on peut blesser rapidement un jeune. Lorsque vous avez une colonne vertébrale qui s'allonge vite et qu'il y a très peu de gainage, très peu de maintien, très peu de protection, ben, ça peut être des scolioses, des lordoses, des kyphoses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, c'est de considérer les périodes de croissance du jeune. Voilà. Et inutile de vouloir mettre du volume, de la quantité. Ce qui compte, c'est de développer les qualités motrices, les capacités perceptivo-cognitives. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le système nerveux central il mature énormément au cours des premières années de la vie, jusqu'à 14-15 ans, voire 20-25 ans. Et durant cette maturation cérébrale, eh bien, il ne faut pas hésiter à proposer des activités diverses et variées, avoir une approche multisportive, multivariée. Et il faut absolument que les jeunes apprennent à pédaler, à lancer, frapper, réceptionner, manipuler, grimper, rouler, nager, enfin on peut tout imaginer. Et cette approche multivariée, elle est indispensable. Il faut éviter l'hyperspécialisation précoce, faire la différence entre hyperspécialisation et spécialisation. Maintenant, l'hyperspécialisation, je pense qu'il faut oublier. On peut spécialiser, mais dans cette spécialisation, il faut essayer de trouver des activités qui soient complémentaires et au service de la discipline principale. Donc en fait, ce qui compte, c'est mobiliser le système nerveux central pour développer tout ce qui est moteur et cognitif ou perceptivo-cognitif, la technique, la motricité, et après, la quantité pourra être augmentée à un moment où le jeune sera moins sensible aux blessures. Et donc, pour ça que je pense que quand je vous dis, je reprends simplement ce que disait Hurtebise, on va de la qualité vers la quantité de la qualité, et après on peut éventuellement passer sur du volume ou de la quantité à un moment où le jeune il est vraiment préparé à ça. Oui. Ouais. De l'entraînement, c'est sûr que pour le commun des mortels, c'est vrai qu'il faut diversifier. Mais je prends la problématique de l'entraîneur qui va avoir des enfants et qui va justement, lui, se spécialiser. Même si de votre bouche, là, vous dites qu'il ne faille pas le faire. Mais voilà, on a cette problématique-là. Et donc, pour moi, ma question, donc je la réoriente par rapport au surentraînement. Ouais. Et c'est vraiment une question que je me pose parce que justement j'ai des enfants que j'entraîne et 4, 5, voire 6 fois par semaine. Et je me demande justement jusqu'à quel point je peux aller et comment me positionner. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense que la porte d'entrée, c'est... parce que vous pouvez avoir des jeunes qui s'entraînent tous les jours, biquotidiennement, etc. Le problème, si ça dure quelques années, 4 ans, 5 ans, et qu'au bout de 5 ans, ils sont grillés ou ils sont usés physiquement et psychologiquement, après, finalement, on n'en fera rien. Et se pose la question éthique derrière tout ça. Ce qui compte, en fait, c'est la porte d'entrée, c'est le plaisir. C'est que les jeunes, aujourd'hui, il faut qu'ils viennent à l'entraînement avec la joie de venir s'entraîner. C'est le plaisir, c'est le jeu, c'est l'amusement, c'est le collectif, le groupe, c'est la relation entraîneur-entraîné. C'est donner du sens à ce que l'on propose aux jeunes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils comprennent ? Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, comprennent pourquoi ils sont là, pourquoi ils s'entraînent autant ? Comment ? Ça n'empêche pas, oui, mais... Ouais. Très bien. Donc très bien. C'est juste ma question réellement, c'est est-ce que je peux aller ou jusqu'où je peux aller ou pas aller et justement comment vous vous positionnez par rapport à ça. Mais oui, après à partir du moment où la santé de l'enfant n'est pas en péril, n'est pas mise en péril, a priori il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une blessure qui apparaît, ou s'il n'y a pas un risque de blessure, ou si le sommeil n'est pas perturbé, si les résultats scolaires ne sont pas altérés, etc., tous ces marqueurs-là sont importants. C'est-à-dire que si le jeune il est bien dans sa peau, ne serait-ce que psychologiquement,
bon, mais il n'y a pas de problème. Je dirais que c'est le plus important. Mais en tout cas, la performance, il faut la construire, certes, sur du long terme. Et surtout, ne pas dissocier la santé physique, mentale, voilà, de la performance. Si la santé est altérée, là c'est fausse route. Voilà, tout d'abord, merci pour une super présentation qui a bousculé nos croyances, hein, et puis nos connaissances. Moi, j'avais un focus à faire, parce qu'on est quand même sur un territoire ultramarin, tropical. Et dans votre ouvrage, vous faites un focus, hein, sur le stress thermique. Et je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes peut-être à évoquer, notamment sur le côté de la chaleur, comment l'enfant, en fait, justement, dans l'endurance, il va pouvoir aussi supporter ces effets de chaleur. Je crois que c'est aussi un focus important, il me semble. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des recherches qui vont être effectuées sur ce créneau-là? Parce que nous, ça nous intéresse, évidemment. C'est qu'on fait de l'éducation physique, il y a pas mal de gamins qui courent aussi, et il peut faire très chaud, humide, ou alors des conditions aussi chaleur un peu plus sèches. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, et est-ce qu'il y a des recherches qui vont être initiées? Alors oui, on a la chance maintenant d'avoir au-dessus de Clermont, à Vichy, un pôle performance et santé qui vient d'être équipé d'une salle à environnement contrôlé, de température, d'hygrométrie et d'altitude. Et donc, j'ai un étudiant en thèse qui commence sa thèse et qui va étudier, voilà, les réponses, en tout cas la thermorégulation sur des efforts de longue distance. Alors, pas chez les prépubères, mais chez les adolescents. Et donc, on travaille avec une société privée qui s'appelle Bilab et qui commercialise en fait des brassards et qui nous permettent d'évaluer en continu, de façon régulière, la résolution est assez importante, toutes les minutes, le débit sudoral. En fait. C'est un système en fait, qui permet de collecter la sueur. Et dans les collecteurs, en fait, entre 2 électrodes, on est capable d'évaluer en fait, le flux de sueur et de connaître le débit sudoral et même la teneur en chlorure de sodium, en NaCl. Donc on a bien sûr ces travaux qui sont en perspective, mais je dirais que de toute manière, que ce soit en course à pied ou notamment en course à pied, le coût énergétique en fait il est toujours plus important chez les enfants par rapport à des adultes, parce que la technique n'est pas aussi aboutie chez l'enfant que chez un adulte, donc quelque part il y a toujours une déperdition en énergie, en temps chaleur, qui est beaucoup plus importante chez les enfants. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on normalise la surface corporelle de l'enfant au poids, pour 1 kg de poids, la surface corporelle d'échange avec l'environnement est plus élevée chez les enfants prépubères de 10-12 ans, par exemple. Et même si on prend un nouveau-né, un bébé, si on fait le rapport surface d'échange, surface corporelle au poids, ce rapport est encore plus élevé chez le nouveau-né. Ça veut dire quoi? C'est que pour 1 kg de poids de corps, la surface d'échange de l'enfant étant plus importante, il va absorber plus facilement la chaleur, comme il va absorber plus facilement le froid. Voilà. Et en plus, quand il va bouger, son coût énergétique étant plus élevé, voilà, il va moins utiliser l'énergie à des fins mécaniques pour se déplacer, mais il va produire plus de chaleur. Donc en fait, il produit plus de chaleur et en plus, il est capable, il en absorbe plus. Donc en quelque part, le jeune, en fait, il monte beaucoup plus vite en chaleur. Et il n'y a pas que la chaleur, en fait. Il y a aussi l'environnement, l'humidité, comme vous venez de dire. C'est-à-dire qu'avec une hygrométrie importante, on sue, mais on n'évapore pas. Et si on n'évapore pas, on ne refroidit pas. Donc, c'est tout le problème. L'enfant, en fait, il faut être très vigilant chez l'enfant lorsqu'on lui propose de faire des efforts de longue distance dans un environnement chaud et humide. Donc, hydratation, protection, il faut être très vigilant aussi par rapport aux électrolytes, par rapport au sodium, et ne pas éviter que les jeunes rentrent. Les adultes, c'est pareil, en hypernatriémie ou en hyponatriémie, etc. Donc, c'est des problématiques qui sont vraiment complexes, compliquées, mais en tout cas, ça fait partie des travaux qu'on mène. En tout cas, on a regardé, nous, sur du raid multisport nature pendant 5h30 chez les raiders, aucun souci. Aucun souci parce qu'ils sont habitués à boire.
Voilà, ils ont des consignes, voilà, que l'hydratation est importante dans la thermorégulation, donc ils savent réguler en tout cas l'apport en eau et en électrolytes. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, c'était plus une question sur les enfants en surpoids et obésité. Oui. Pour tout ce qui est tests d'endurance, est-ce que vous en avez qui sont un peu plus recommandés que d'autres? Alors, il y a déjà le test navette de léger, il ne faut pas l'utiliser chez les obèses. Pourquoi? Parce que c'est des allers-retours de 20 mètres, et à chaque fois que le jeune il arrive à la ligne, voilà, il doit décélérer, hop, il doit se tourner et réaccélérer. Donc ça veut dire qu'il doit lutter contre l'inertie de son poids. Et quand on fait faire un test de VMA, un shuttle test, un navette de léger, voilà, ça sous-estime clairement la VMA chez le jeune obèse. Donc les tests plutôt comme ça en aller-retour, voilà, il faut éviter chez les obèses. Après, il y a le test de léger bouché qui consiste à courir autour d'une piste de 400 mètres avec des incrémentations de vitesse. Bon, ça aussi, c'est compliqué. Il y a un test qui a été fait par une équipe marseillaise, ça va me revenir, c'est le Spartacus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce test. Le Spartacus, c'est un test intermittent, voilà, et je crois c'est du 15-15 pendant 3 minutes, et au bout de 3 minutes, hop, on augmente la vitesse. Voilà. C'est des paliers toutes les 3 minutes en 15-15. 15 secondes de course, 15 secondes de pause, 15 secondes de course, 15 secondes de pause. 3 minutes à une vitesse et hop, après, on incrémente. Ça passe très bien. Ça passe très bien, mais ça reste une vitesse maximale intermittente. Et non pas continue comme on peut l'avoir sur un test de léger bouché, par exemple. Donc, le Spartacus, il a été publié, validé chez les obèses et il passe très très bien auprès de cette population-là. J'ai eu un trou de mémoire, mais Spartacus. Bonjour, je suis là. Pardon. J'ai une question par rapport à l'activité gymnastique, Oui. par rapport au taux de blessure qu'on peut avoir sur des jeunes gymnastes. Oui. Personnellement, j'ai fait de la gym à haut niveau et c'est vrai que on se blesse à peu près tous les 3 mois. Majoritairement, alors là c'est personnel, je ne sais pas si c'est majoritaire sur toutes les gyms, mais en tout cas à l'adolescence, on a quand même un pic de blessure qui est assez incroyable. Est-ce que ce rapport poids-puissance peut avoir une explication par rapport à ces blessures-là? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entraîneur pour pallier, si on peut, sur cette problématique de blessure? Oui, c'est une bonne question. Le rapport poids-puissance, oui, il est forcément, je pense, quand il augmente, il peut poser problème. Il peut être à l'origine de contre-performances, hein, parce que voilà, surtout en gymnastique où il faut une puissance musculaire importante pour mobiliser le poids dans les phases aériennes. Le problème du jeune, c'est que si vous faites une taille debout, une taille assise, vous pouvez avoir la hauteur du tronc comme la longueur des jambes. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution, en tout cas les vitesses de croissance du tronc, des jambes et de la taille, ces vitesses de croissance, en fait, elles ont des timings complètement différents. C'est-à-dire que le jeune, quand il grandit, il va grandir par les pieds, ensuite il va grandir par les jambes, et ensuite il va grandir par le tronc. C'est-à-dire que lorsqu'on est parent, on change les chaussures, ensuite on change les pantalons, et on finit par changer les t-shirts et les pullovers. Le problème, c'est que vous avez des jeunes qui vont grandir d'abord donc, rapidement par les jambes, ensuite ils vont grandir rapidement par le tronc, et autour du PVC de la taille, du pic de croissance rapide de la taille, donc 12 ans chez la fille, 14 ans chez le garçon, vous avez une transformation du corps, mais qui est très importante. Les proportions corporelles changent en permanence. Voilà. Et même la composition corporelle change en permanence. Donc ça veut dire que les repères spatio-temporels, donc en gym, se modifient sans cesse. Voilà. Et lorsque le jeune n'a plus de repères, parce que son corps se transforme, ça peut être des chutes et forcément des blessures. Donc, et comme je disais précédemment, lorsqu'on veut entraîner un jeune, il faut comprendre comment il grandit. C'est quoi un enfant? C'est pas un petit adulte, hein,
c'est pas un adulte en miniature, c'est un petit de l'homme, pour reprendre Rousseau, hein, c'est un petit de l'homme, mais pas un petit homme. Voilà. Il y a tout là-dedans. Que ce soit au niveau psycho, physio, bioméca, anthropo, il y a tout là-dedans. C'est un petit de l'homme, mais pas un petit homme. Et donc, le jeune, en fait, il a ses particularités. Il a ses propres particularités, il a ses propres singularités. Et vous pouvez prendre 10 jeunes, ils auront des caractéristiques différentes les uns des autres. Donc il faut absolument, quand on veut entraîner un jeune correctement, il faut déjà comprendre comment il grandit. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire des évaluations régulières sur un plan anthropométrique. On va souvent sur les tests physiques, mais on se plante. Il faut regarder comment l'enfant il grandit, quelles sont ses vitesses de croissance. Exact. Et si vous prenez par exemple, alors on parle de timing. Le timing, c'est l'âge du PVC, du pic de croissance rapide. J'en ai parlé avec les L3ES hier. Il y a aussi le tempo, il y a l'amplitude du pic. Vous avez des jeunes qui vont grandir rapidement et qui vont prendre 7 cm par an en peu de temps, comme des jeunes qui vont prendre 10 à 12 cm par an en peu de temps. Donc, en plus du timing, du positionnement de ce pic, de croissance rapide de la taille, du poids, etc., vous avez le timing, c'est-à-dire le tempo. Et en plus, vous avez des cinétiques, des courbes qui sont différentes entre les enfants. Donc, en fait, il faut essayer de comprendre comment ils évoluent, comment ils grandissent, et à partir de là, on pourra proposer un programme qui sera approprié, finalement, aux caractéristiques de ces jeunes. Et voilà, quand un jeune il se transforme, et bien forcément, c'est ses repères qui changent. Et donc, et en plus, vous voyez que la fatigue, là, en pleine puberté, le jeune se fatigue très vite. Il a moins de ressources physiques. Du coup, il aura moins de ressources mentales ou cognitives. Et donc, il sera moins attentif, moins concentré. Paf, c'est la blessure. Donc, c'est tout un ensemble, en fait. Et c'est pour ça que la charge de travail, on pense souvent qu'on doit augmenter la charge de travail parce que l'enfant grandit, mais c'est une aberration. Voilà. Intuitivement, on se dit, le jeune, il est devenu adolescent, allez, je vais augmenter la quantité. Mais surtout pas. Je reviens, qualité vers la quantité de la qualité. Voilà, Hurtubise l'avait très bien compris, mais il ne parlait pas scientifiquement, c'est un entraîneur. Mais il avait déjà tout compris. Voilà. Et je pense qu'il faut être très vigilant quant à la gestion de la charge au moment de ces phases de croissance rapide. De toute manière, il y a un facteur de risque qui est très important, c'est la vitesse de montée en charge. Si on passe de 1 séance à 3 séances d'un coup sec ou de 4 séances d'un coup sec, là, à mon avis, c'est un risque très très important, un facteur de risque très élevé de blessure chez les jeunes. Et en gymnastique, il faut être vigilant. Et pour moi, de toute manière, la ligne de conduite qu'on doit avoir, c'est mettre le paquet sur le plan moteur et perceptivo-cognitif. Si on est vraiment sur ce travail qualitatif jusqu'à la puberté et après, voilà, c'est super. Et le physique va venir de toute manière naturellement, puisqu'il y a une maturation hormonale chez le garçon à 16 ans. Et quand le jeune garçon il prend en masse, forcément il prend de la force, de la puissance, de la vitesse. Voilà. Donc voilà un petit peu ma façon de voir les choses. Oui. Du coup, moi j'avais une question par rapport à dans le cadre du football plutôt. Oui. On a vu du coup que l'endurance du coup était très bonne chez les jeunes, et je voulais savoir aussi par rapport à l'hypoxie, au travail en hypoxie chez les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose envisageable, et si oui, plutôt vers quel âge? Avant la puberté, je dirais que l'hypoxie n'a pas vraiment un avantage particulier. Et puis, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas vraiment mettre l'accent sur le travail métabolique, mais plutôt sur un travail moteur, perceptivo-cognitif. Le travail hypoxique, je ne pense pas qu'il ait vraiment un intérêt chez les prépubères parce que, comme vous l'aurez bien compris, l'enfant dépend, ou en tout cas mobilise essentiellement son métabolisme oxydatif. Après, au moment de la puberté, peut-être que faire des stages en altitude, de s'entraîner à altitude modérée et dormir à haute altitude, donc ça peut être des méthodes d'entraînement intéressantes.
Pourquoi pas, ça peut être efficace, notamment sur les adaptations au niveau périphérique, sur la densité mitochondriale, sur l'activité des enzymes oxydatives, etc. Y a pas de, je pense que c'est intéressant, mais à partir de la puberté et après. Voilà, c'est des méthodes quand même qui sont un petit peu lourdes. Enfin, lourdes, ça dépend ce qu'on fait, mais en tout cas, je pense que ce type de méthode, il faut les introduire plutôt à l'adolescence et après. Avant la puberté, ça me semble un peu trop hâtif. Un enfant, du coup, quand il est jeune et qui fait beaucoup de sport porté, natation, vélo, est-ce que plus tard il a des risques de blessures ou pas s'il repasse sur un sport terrestre? Alors oui, les études montrent clairement que ceux qui passent beaucoup de temps dans l'eau, qui s'entraînent quotidiennement, voire biquotidiennement, en fait, ils ont, étant en apesanteur, en fait, ils ont des densités minérales osseuses qui sont plus faibles que les normes. Tout simplement parce que le tissu osseux, en fait, subit pas suffisamment de micro-impacts mécaniques, parce qu'il faut des micro-impacts mécaniques quand même pour densifier l'os. Alors, attention à trouver un juste milieu entre le pas assez et l'excessif, parce que l'excessif peut aboutir à des ostéochondroses, des pathologies de croissance, Osgood, etc. Mais il faut quand même des micro-impacts mécaniques répétés, voilà, pour stimuler l'os et le densifier, le renforcer. Sans oublier, bien sûr, la nutrition, tout ce qui est vitamine D, calcium, l'exposition naturelle à la lumière. Mais en tout cas, l'accrétion osseuse, le pic d'accrétion osseuse, en fait, il a lieu vers les 12-14 ans. Donc à ce moment-là, il faut quand même des activités à poids non porté. Parce que si vous faites que du porté, ça peut avoir une incidence, voilà, sur la santé osseuse de l'enfant. Ouais, Et vous avez des pays... en décembre, je suis allé en Oman, à Muscat. On m'a demandé d'intervenir sur une conférence. Et intuitivement, j'ai dit... mais vous n'avez pas de souci, vous, densité minérale osseuse auprès des jeunes? Ils m'ont dit non, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud, 45 degrés. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous êtes exposé à ça sur l'île, sur des grosses températures, mais dans des pays où il fait très chaud en permanence, les jeunes, ils ne s'entraînent pas dans la journée, ils s'entraînent plutôt tôt le matin. Ou après, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à l'intérieur avec la climatisation, etc. Donc, au contraire, ces jeunes ont des densités osseuses qui sont plus faibles parce qu'ils ne sont pas exposés naturellement à la lumière de façon régulière. Voilà, donc c'est des petites anecdotes comme ça que je rapporte d'ailleurs, mais en tout cas, les facteurs environnementaux aussi impactent aussi le tissu osseux. Moi, ce serait une question par rapport au rythme des qualités physiques à développer dans la croissance de l'enfant. Ouais. Donc, on sait du coup qu'ils sont beaucoup plus performants en aérobie quand ils sont jeunes. Du coup, est-ce qu'il faudrait commencer par développer tout ce qui est puissance, force maximale et vitesse quand ils sont jeunes pour repasser sur l'aérobie dans les environs de la puberté pour pas qu'ils perdent cette avance qu'ils avaient déjà, ou bien garder tout ce qui est puissance, force maximale et vitesse après la puberté pour éviter de les blesser? Alors, la force, il ne faut pas vouloir développer la force maximale ou la puissance maximale chez les jeunes. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de rééquilibrer les forces de part et d'autre des articulations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que chez les jeunes qui s'entraînent beaucoup, ces jeunes-là ont des ratios fonctionnels qui sont complètement déséquilibrés. C'est-à-dire avec des muscles agonistes, effecteurs du geste, qui sont vraiment très forts, et des muscles antagonistes, freinateurs du geste, qui sont très faibles. Et donc, on a souvent des ratios fonctionnels au niveau de l'épaule, par exemple, qui sont aux alentours de 0,7, c'est-à-dire des rotateurs internes de l'épaule qui sont vraiment très forts par rapport aux rotateurs externes. Mais pourquoi? Parce que quand on fait toujours les mouvements dans le même sens, en fait, on a toujours tendance à renforcer les rotateurs internes, donc ils s'élargissent, ils se raccourcissent, ils se rétractent, et en même temps, on
on a des rotateurs externes en fait, qui se fragilisent, qui se déconditionnent parce qu'on les travaille pas suffisamment. Et donc on a une épaule qui est par exemple instable, et cette instabilité peut créer des risques de lésions ligamentaires. Alors au niveau du genou, ça peut être le cas aussi entre les quadrilles et les ischio-jambiers. On peut avoir des ratios déséquilibrés. Et on a souvent, avec des ratios déséquilibrés, des lésions ligamentaires, des collatéraux, latérales, médiales, les croisés, etc. Donc en fait, ce que je veux dire, la force, il faut la travailler tout le temps avec du petit matériel chez les jeunes, medicine ball, Swiss ball, élastique, haltère, propre poids du corps, traction, etc. Mais avec des charges sous-maximales dans l'intérêt de faire du rééquilibrage musculaire, c'est important. Tout comme au niveau des genoux, on a souvent des faiblesses au niveau des petits moyens fessiers. Et avec cette faiblesse des petits moyens fessiers, on a souvent des abducteurs de la hanche, on a souvent une adduction de la hanche. Et en adduction de la hanche, on a des genoux qui se mettent l'un sur l'autre, des valgus dynamiques et forcément des pieds qui sont en éversion, qui ne sont pas à plat sur le sol. Donc, lorsque vous demandez à des adolescents qui se fatiguent vite sur l'intermittent, qui ont une faiblesse au niveau des abducteurs, des valgus, comme ça, à faire des impulsions, des réceptions de saut, ils peuvent se blesser vite fait, rapidement. Donc en fait, il faut faire très attention à faire du rééquilibrage musculaire, agoniste, antagoniste, membre latéral, controlatéral, pour éviter trop d'asymétrie. C'est tout ça en fait. Donc la force, on peut la travailler tout le temps, mais à but préventif dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, toujours en faisant de la prévention, pour optimiser la performance. L'endurance, c'est un peu compliqué parce que l'endurance, c'est à la fois des facteurs biomécaniques, la technique du mouvement, et des facteurs métaboliques, on en a parlé. Donc, la biomécanique du geste, c'est la motricité, qualité technique, pour améliorer la gestuelle, l'efficacité du mouvement, réduire le coût énergétique de la locomotion. Donc ça, c'est biomécanique, c'est mécanique. Et après, vous avez le métabolique, et comme je vous le montrais, c'est le métabolique baisse à la puberté et après. Donc il faut maintenir ce métabolisme aérobie, on est sur du métabolique, pendant et après la puberté. Bon, après, je ne peux pas couvrir toutes les qualités, mais il faut bien planifier les choses par rapport, encore une fois, aux phases de croissance de l'enfant. Ça marche. Bonsoir. Alors moi, je vous avais des questions sur la pratique de l'haltérophilie pour les enfants, parce que du coup, vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut plutôt aller sur l'endurance, etc. Donc, je voulais avoir votre avis. Voilà. À partir du moment où la charge n'est pas excessive, à partir du moment où le mouvement est respecté, bien réalisé, que l'encadrement est fait par des professionnels de l'activité, il n'y a aucun risque de blesser un jeune. De toute manière, quand un jeune il prend son cartable, il faut lui apprendre à fléchir correctement, à prendre le cartable correctement et puis à le mobiliser. Aussi avec un bâton de bois, quoi. Et en tout cas, l'haltérophilie est au service de la préparation physique du jeune. C'est pas, il y a encore des idées reçues du style la musculation, l'haltérophilie altère la croissance, mais il n'y a aucune étude qui vous montre une altération de la croissance. Il n'y a aucune étude qui vous montre que la taille future de l'enfant est réduite. Donc tout ça, c'est des choses qui ont perduré dans le temps pendant des années, et c'est vrai qu'il faut essayer de contrer un petit peu ces mauvaises idées reçues. Mais l'haltérophilie bien réalisée, bien contrôlée, encadrée par des professionnels avec petits groupes de 3-4 par adulte, par encadrant, il n'y a pas de souci. Moi, je le préconise. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'aurais une question par rapport aux études que vous avez présentées. Oui. Les jeunes qui ont été sélectionnés, les prépubères, est-ce qu'ils ont été sélectionnés aussi selon leur pratique physique? Je m'explique. Ouais. Moi, en tant que prof, j'ai beaucoup d'élèves qui n'ont que l'EPS comme pratique physique régulière.
Et donc malgré le fait, par exemple en 6e, j'ai beaucoup de prépubères qui sont beaucoup sur les écrans, donc aucune pratique à l'extérieur. Et quand ils arrivent en EPS, malgré tout ce que j'ai entendu sur leur capacité à synthétiser phosphocréatine et d'être dans l'aérobie, ils sont quand même fatigués très rapidement et ont beaucoup de mal à enchaîner des activités, que ce soit longues ou de manière répétée. Donc est-ce qu'il y a eu un rapport avec la pratique physique des jeunes ? Alors, ceux que nous, on teste, en fait, c'est des jeunes qui pratiquent moins de 2 heures d'activité semaine. Donc, ça reste des jeunes qui ne sont pas totalement sédentaires, mais qui sont un petit peu physiquement actifs, mais sans être sédentaires purs, quoi. Après, c'est sûr que l'activité spontanée du jeune peut avoir son influence sur l'activité métabolique, hein, je suis d'accord, hein, mais nous, quand on étudie l'activité des fléchisseurs des doigts et qu'on montre que la contribution aérobie est plus élevée chez les enfants au niveau des fléchisseurs des doigts, c'est qu'il y a vraiment un métabolisme oxydatif qui est plus performant, indépendamment de ce que peut faire au quotidien le jeune. C'est sûr que si après on étudie ce qui se passe au niveau des quadriceps et au niveau du triceps sural, des mollets, c'est sûr que ça peut être influencé par l'activité quotidienne à bouger ou pas bouger, quoi. Donc, mais ce dont on est sûr, c'est que l'enfant prépubère, à mon sens, à moins qu'il ait des problèmes de santé ou une pathologie particulière, un enfant qui bouge un petit peu, il est oxydatif, naturellement oxydatif. Et ça, j'en suis convaincu parce qu'on a étudié, nous, des muscles qui sont pas utilisés au quotidien. On fait pas, les jeunes ne font pas ça à longueur de journée. Donc, quelque part, il y a un effet croissance, un effet maturation. D'accord. J'aurais une deuxième question. Oui. On a beaucoup parlé du fait de varier les activités pour les jeunes. Vous en avez beaucoup parlé. Donc, est-ce que, là, les études ont été faites avec des athlètes endurants. Donc, moi, quand j'entends athlète endurant, souvent, je vois des athlètes de fond, donc très fins, qui ont donc moins de puissance au niveau musculaire à contribuer. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des athlètes hybrides, dans des activités décathlon, crossfit, ainsi de suite, qui ont une plus de muscles, ont plus de puissance à donner. Est-ce que vous avez fait des comparaisons de phénotypes avec ce type d'athlète ou pas ? Pas du tout. Non, du tout. Là, on a testé des adultes qui... alors on a d'un niveau européen aussi, on a des coureurs sur le pôle de Clermont, le pôle Aclé, on a des demi-fondeurs qui ont participé au championnat d'Europe, etc. Donc on a quand même dans l'échantillon des coureurs de très 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 bon niveau, hein. Mais après, sur des activités comme ça un peu mixtes, énergétiquement parlant, on n'a pas du tout évalué ce type de profil. Oui, bonsoir. Je suis enseignant donc, dans le primaire et donc là dernièrement on a fait les JO -100, donc il fallait courir et sur une durée, mais on pouvait marcher également. Ce que j'ai constaté en fait, c'est que autant chez les maternelles, ils couraient tranquillement en faisant des tours et bon, ils arrivaient à durer. Dès qu'on est passé à des CP jusqu'à CM2, ils ont démarré à fond. Ça a duré 200 mètres. Et puis après, ils ont explosé complètement. Il y en a qui repartaient, il y en a d'autres qui marchaient tout le temps. En fait, il n'y a aucune gestion de la course. Et je voulais savoir en fait si on peut leur demander, comme pour les adultes, de réguler leur course dès le départ, ou alors, parce que là j'ai cru comprendre que ça fait un peu partie de leur physiologie d'être très rapide et puis après de pouvoir récupérer rapidement. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en fait ? Oui, c'est ce qu'on appelle le pacing. Les anglo-saxons utilisaient le terme pacing, c'est-à-dire la gestion des ressources. Et c'est vrai, quand on demande à des enfants de faire 2 tours de piste, ils le font à fond au départ, et puis après, on les voit finir en marchant. Donc en fait, cette gestion de la course, cette gestion de l'effort aussi, elle est très importante à faire travailler chez les jeunes.
C'est vrai que la performance, entre guillemets, aérobie, elle est tributaire du VO2 max, du coût énergétique, mais aussi de cette capacité à gérer ses propres ressources. Et à mon avis, l'EPS, l'éducation physique aussi, peut aussi travailler cet aspect-là, savoir gérer ses propres ressources. Mais ce qui me semble important, moi, au niveau de l'EPS, c'est surtout la motricité. C'est-à-dire qu'il faut développer la motricité du jeune. Il faut développer aussi les capacités perceptivo-cognitives chez les jeunes. Et puis, voilà, après, vous êtes habitué à ça. De toute façon, c'est cette approche multivariée qui est nécessaire, développer... Alors, il n'y a pas que l'éducation physique, il y a aussi, j'en parlais ce matin, il y a tout ce qui est activité musicale, activité artistique, c'est-à-dire la création chez le jeune, c'est important, l'imagination. Les activités musicales, c'est quand un jeune il apprend à jouer d'un instrument, il apprend à bien se placer, à s'équilibrer, donc ça fait partie d'une habileté motrice. Il apprend à souffler dans l'instrument, à gérer son souffle, sa respiration, son temps respiratoire, entre inspirer rapidement, expirer longuement. Il apprend la motricité fine, il apprend aussi à déchiffrer une partition pendant qu'il joue, donc au fur et à mesure, il décentre son regard de l'instrument, donc il porte son attention sur autre chose. C'est ce qu'on retrouve finalement dans le milieu sportif. Au départ, on regarde le ballon et puis après, on décentre son regard ailleurs pour le mettre au service du collectif. On analyse ce qui se passe sur le terrain, les adversaires, les coéquipiers, le déplacement de la balle, la vitesse de la balle, son effet, etc. Tout ça, en fait, à travers la musique, on peut développer aussi des choses pour le secteur sportif. Quand on a affaire à des jeunes qui font de la musique dans un orchestre, c'est la même chose, c'est un collectif. Le jeune, il est au service de ses camarades pour produire un morceau. Il est exposé au public, donc il est à même de devoir gérer ses émotions, son stress. Ça, c'est du transfert qu'on peut aussi mettre au service du milieu sportif. Et je pense que l'école, que ce soit dans le primaire, élémentaire, maternelle, tout ce travail-là, il est fondamental et vous avez un rôle extraordinaire là-dessus. C'est cette approche multivariée, diversifiée, et c'est la base, c'est le socle de l'évolution favorable du jeune dans sa vie future, quoi. Ok, merci. Monsieur ? Ah, vous êtes en haut. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'était par rapport à la souplesse. On Oui. entend souvent le genre de phrases qui disent « moi, quand j'étais jeune, j'avais le grand écart Ouais. ». Mais ma question, c'est est-ce que quand on est jeune, on a vraiment plus de souplesse ? Et si oui, est-ce que c'est une qualité qu'il faut privilégier, sachant qu'on va encore grandir dans la croissance et qu'il y a tout ce processus qui va suivre ? Ouais, c'est une qualité qu'on perd, qu'on a tendance à perdre à la puberté. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand un jeune grandit, il grandit d'abord, il y a un accroissement osseux. Les os donc s'allongent sur leur longueur. Et en même temps, quand on a une croissance osseuse très rapide, vous avez votre système musculo-tendineux qui se met naturellement en tension. C'est comme un arc, vous prenez le manche de l'arc, si vous augmentez la longueur du manche, c'est la corde qui se met en tension. C'est la même chose. C'est lorsque vous avez un accroissement osseux très rapide, c'est le système musculo-tendineux qui se met en tension. Et donc vous avez des tensions au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Donc il y a déjà une première raideur qui apparaît, là, une raideur musculo-tendineuse, qui est par moments source de blessure du tissu osseux. Mais en plus de ça, quand vous avez une maturation hormonale importante, vous avez une hypertrophie musculaire. Et cette hypertrophie musculaire aussi va augmenter la raideur. Donc toute cette raideur là, cette augmentation de raideur là, qui a lieu à la puberté, là, il faut essayer d'assouplir un petit peu les groupes musculaires. Il faut proposer surtout aux jeunes des étirements après séance.
Alors des étirements qui peuvent être soit faits de manière statique, voilà, 5 à 10 minutes après la fin de chaque séance, ou bien sur des mouvements plutôt dynamiques. On peut faire du travail d'amplitude articulaire sur des mouvements totalement dynamiques. Donc en fait, il faut, éduquer nos jeunes à bien se positionner, à bien s'étirer. Alors c'est purement éducatif, le jeune il est très souple avant sa puberté, mais après il faut quand même préserver cette souplesse en proposant des étirements régulièrement, voilà, à l'issue de chaque séance d'entraînement. C'est très important pour éviter justement la survenue de blessures. Voilà, la souplesse est une qualité physique aussi, au même titre que l'endurance, la force, la vitesse ou la puissance. Il faut préserver cette souplesse. Et la souplesse peut être aussi une qualité déterminante dans certaines disciplines, de toute manière. Un gardien de handball, quand vous le voyez, il fait le grand écart. Il a besoin de faire le grand écart pour arrêter les buts. Donc en fait, c'est aussi un déterminant, un facteur de performance dans certaines disciplines ou certains postes de jeu. Après, on rentre quand même dans les facteurs limitants de la performance propre à la discipline. Il faut vraiment étudier, voilà, quels sont ces facteurs et comment on peut les optimiser, surtout dans un processus de formation du jeune. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question parce que, pour revenir en fait sur sa question, Oui. en général, suite à la croissance, et notamment nous en STAPS, on nous dit souvent que les filles sont plus souples que les garçons. Est-ce que ça, c'est dû aux pratiques donc, des filles ou des garçons, ou est-ce que c'est un aspect physiologique? Alors, c'est une question de masse. C'est-à-dire que la raideur est indexée sur la masse. C'est-à-dire, lorsque la masse augmente, la raideur augmente. Donc en fait, la fille ayant moins de masse musculaire en moyenne que le garçon, il va de soi que la raideur est plus faible chez la fille et donc une souplesse qui est plus importante. Donc c'est physiologique. Ouais. Ce sera la dernière question. Déjà ? Merci Geoffrey. C'était ma proposition d'ailleurs. Je suggérais que ma question soit la dernière puisque on va devoir ensuite aller prendre un pot avec du champagne, donc c'est important. Oui, vous avez commencé votre propos en disant que les enfants sont infatigables. Pour autant, ils s'épuisent plus vite que les adultes sur les épreuves de longue distance, etc. Comment vous expliquez ça? Donc ils ne sont pas si infatigables que ça. Alors, c'est bien de finir là-dessus. Je suis content que vous posiez la question, parce qu'on a tendance un petit peu à mélanger les choses. Sur de l'intermittent, certes, parce que l'enfant récupère plus vite, voilà, il est capable, voilà, de réitérer plus facilement la force, la puissance et de maintenir les efforts répétés. C'est complètement différent sur des activités continues et surtout des activités de locomotion, telles que la course à pied. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand on lui demande de courir à la même vitesse qu'un adulte, il va plus vite s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il aura une dépense énergétique pour parcourir une distance donnée qui va être plus importante. C'est-à-dire qu'il aura un coût énergétique plus élevé. Le coût énergétique, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qu'on mobilise pour parcourir une distance donnée. Ça peut être 1 mètre, 1 kilomètre, peu importe. Voilà. Alors pourquoi l'enfant, sur des efforts prolongés, voilà, lorsqu'on les fait courir à la même vitesse que les adultes, pourquoi ils s'arrêtent plus tôt? Pourquoi? Parce qu'ils ont des longueurs segmentaires qui sont plus courtes. Donc ça les oblige à avoir une fréquence de pas plus élevée, une distance par pas plus courte. Premier élément. Deuxième élément, la coordination intermusculaire. Lorsque on étudie, nous, les enfants, ne serait-ce qu'en les faisant marcher, les enfants ont tendance à suractiver les antagonistes, c'est-à-dire les ischio-jambiers. Et lorsqu'il y a une suractivation des ischio-jambiers, cette suractivation empêche les agonistes, les effecteurs, voilà, de faire leur travail. Donc il y a aussi cette coordination agoniste-antagoniste qui est loin d'être optimale chez les enfants. D'où le devoir de développer les habiletés motrices, coordination, adresse, équilibre. Troisième facteur,
On parlait de raideur. Le système musculo-tendineux d'un enfant, il est toujours beaucoup plus compliant. En gros, plus souple. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à des enfants de sauter, ben, ils ont une plus faible capacité, lors de leur saut, à restituer l'énergie élastique, vous voyez, par le système musculo-tendineux au cours des cycles étirement-détente ou des cycles étirement-contraction. En gros, leurs qualités de rebond ou de renvoi sont moins bonnes. Ça fait partie aussi des qualités pliométriques sont moins bonnes chez les enfants parce que leur système musculo-tendineux est plus compliant. C'est comme un sando qui est usé. Voilà, si vous tirez le sando qui est complètement usé, vous le lâchez, il n'y aura pas de restitution élastique. Ben, c'est un peu ça chez les enfants. Trop de compliance musculo-tendineuse. Moindre efficacité à restituer l'énergie élastique au niveau des cycles étirement, enfin, lors des cycles étirement-contraction ou des cycles étirement-détente. Donc ça, c'est un troisième élément. Et après, au niveau respiratoire, il y a des tas de facteurs. Au niveau respiratoire, vous avez un espace mort qui est plus utilisé chez les enfants par rapport aux adultes. Donc ça veut dire qu'à chaque cycle respiratoire, eh bien, l'enfant il va utiliser moins efficacement l'air qu'il ventile. En tout cas, l'apport en oxygène est moins bien assuré à chaque cycle respiratoire, bon, etc., etc. Tous ces éléments font que, à la même vitesse de course, voilà, le jeune va plus vite s'arrêter. Et donc, voilà, la fatigabilité sera plus élevée chez les enfants. Donc c'est bien de faire la différence. La nature de l'effort a toute son importance sur le développement de cette fatigue. Et je vous remercie d'avoir posé la question parce qu'il faut bien discerner les deux. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour ta présentation de grande qualité. Merci à vous pour vos questions et la qualité de ces échanges. On va clôturer la soirée. Donc merci d'applaudir Sébastien une dernière fois. Merci à vous. Et merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à tous.